nous sommes là parce qu'à Poyestre, on peut dire qu'est né Galilée à l'occasion d'une soirée qui fut d'ailleurs magnifique, une soirée consacrée à la tournée de 51 des illustres trésistes qui étaient partis en tournée en Australie, aux Antipodes. Et dans cette soirée, nous fut demandé un petit peu par le président Gouache de façon à honorer les anciens, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous encore en très bonne santé un des illustres guerriers de l'époque, donc notre ami Élie Brousse. Et donc c'est un peu à sa gloire et à la gloire de tous ses camarades que nous avons fait une soirée magnifique ici le 8 octobre 2010. André Delpoux, vous avez été un international renommé dans les années 50-55. Qu'est-ce que vous pensez de cette soirée? Est-ce que ça vous a procuré des émotions de revoir tous vos partenaires? Maintenant, je vous remercie quand vous dites international renommé. J'étais là, je faisais mon boulot, et j'essayais de faire du mieux possible. Hein. Mais il y avait tellement de joueurs de classe que quelquefois il fallait savoir s'incliner. Hein. Dans cette soirée, eh bien, écoutez, moi je lui dis qu'un mot. Bravo, bravo, c'était merveilleux. Et puis surtout de se retrouver, vous voyez, des anciens là, tels que comme Élie Brousse, avec ses plaquages, je le lui rappelais souvent, et chaque fois que je le vois, je le lui dis, que quand on jouait contre Élie Brousse, eh bien, on rentrait sur un terrain avec 2 essais imparables qu'il arrêtait. Il avait une défense extraordinaire. Sur le terrain, une correction exemplaire. Alors en dehors du terrain, n'en parlons pas, c'était l'ami de tous. Je voudrais ajouter et exprimer ma fierté, mais plus encore, le très vif plaisir qui est le mien de rendre ici, à Poyestre, petite ville dont les racines rubistiques sont solidement ancrées dans son terroir, l'hommage à tous ces joueurs qui, de 1948 à 1955, ont donné au rugby à 13 cette belle lettre de noblesse. Roger Majoral, quelle impression vous a laissé cette soirée? Écoutez, une impression d'extraordinaire émotion avec la rencontre, et comme je disais tout à l'heure, il faut aussi parler de ces fameuses quatrième mi-temps qui permettent de faire revivre et vivre en même temps ce magnifique sport qu'est le rugby à 13. Bernard Gouache, qu'est-ce que vous avez retiré de cette soirée d'exception? Écoutez, je suis très fier d'avoir pu présenter cette soirée aux amis trésistes. Et j'avais à cœur, cette soirée me tenait à cœur, réunir Élie Brousse parmi nous, le garder une soirée parmi nous. Lui, le Tigre de Sydney, ce grand joueur qu'il a été, cette idole des trésistes dans les années 50, eh bien, profiter d'une soirée avec lui, c'était quelque chose que j'avais rêvé, souhaité. Et ce soir, ça a été réalité. Plus de 400 personnes ce soir, la famille réunie. Dans des moments difficiles comme nous avons vécu là, ces derniers mois, avec une saison très difficile, eh bien, ça remet un peu de baume au cœur. Ça rebooste un petit peu nos envies, nos ambitions. Et tout simplement ce soir, je suis fier d'être trésiste et de revendiquer toujours d'exister. Je remercie tous ceux qui sont là, les personnalités, Bernard Gouache qui a organisé tout ça. C'est une soirée merveilleuse. J'ai connu beaucoup de gens très sympathiques. Et ça fait longtemps, même avec l'équipe de France, on n'a pas vu des soirées comme ça. C'était un petit groupe de bénévoles qui ont travaillé sur cette soirée, qui ont fait un travail considérable et une véritable réussite. Le Cercle Rugby Galilée a cette capacité de ne pas oublier et de mettre en avant ses anciens. C'est une chose importante quand on sait que, obligatoirement, ces anciens-là n'ont pas été toujours mis en avant.
À la fin de cette soirée et de tous ces travaux, on s'est dit que c'était dommage de se quitter vu que nous venions pour certaines de bords différents. Donc il y avait des journalistes, il y avait des gens un petit peu divergents, mais tous convergents sur le rugby et ce noble sport. Et puis en même temps, il y avait pointé à l'horizon un petit peu dans le département des affiches qui parlaient de la terre des deux rugby et on s'est dit que pourquoi ne pas prendre justement cette affiche au rebond et créer une association pour essayer justement, effectivement, de rapprocher un petit peu ces deux rugby. Voilà. Donc le cercle rugby Galilée s'étant fixé comme objectif en fait le rapprochement des deux rugby. On s'est dit que d'abord, à travers les associations qu'il existe de part et d'autre, et surtout l'association des anciens, dont les Bleus Azur de l'USAP et les anciens du 13, eh bien, on a commencé par faire un premier match à Gilbert Brutus, où les anciens, après un match des Dragons, puisque c'était un match contre Warrington, autant que je me souvienne, et donc on a réalisé ce premier match avec bien sûr comme objectif aussi, parce que bon on est des gens de cœur à Galilée et on a pris une association comme Mucovi et c'était au profit de Mucovi que nous avions réalisé ce match. Bon, ça a permis de faire une première rencontre et le match retour a pu se faire donc à Émy Giral l'année dernière, donc nous nous réjouissons de ce match retour. Et puis peut-être qu'effectivement, on pourra peut-être voir pourquoi ne pas récidiver cette opération. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait faire une université et travailler des thèmes divers et variés, donc qui ont un attrait au rugby, certes, mais au sport en général. Les deux premières universités ont eu lieu à Font-Romeu, avec l'appui notamment de la commune et du Centre national d'entraînement en altitude, qui nous a permis de recevoir des gens de très 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 haut niveau dans le sport. Et depuis 2 ans, on est à Argelès. On s'est un peu plus concentré sur... l'idée de départ était de faire venir des gens d'un petit peu partout, de toute la France. Là, vu la difficulté, on s'est un peu plus concentré sur le département et sur des thèmes régionaux, on va dire, beaucoup plus régionaux. On est ouvert à tous les sports, à toutes les formes d'expression du rugby, y compris le rugby féminin, le rugby à 7, puisqu'on a organisé une session spéciale sur le rugby à 7, le 13 et le 15. Donc. Et tout ça se passe très bien, les gens se parlent, les gens discutent entre eux, on s'aperçoit que l'espèce d'animosité qui pouvait exister, des rivalités entre 13istes et 15istes qui remontent au calendrier grec, finalement sont assez effacées, les problèmes sont les mêmes, les gens se confrontent aux mêmes problèmes, et finalement chaque sport vit sa vie, mais sans envier l'autre, et je crois que tout ça est en train de passer, c'est une bonne chose. Il est ressorti des choses très importantes, puisque le vendredi matin, nous avons eu un débat sur l'intégration, avec en soutien dans le livre de Vincent Couture sur notre ami Gouta, le CRI. Nous avons eu un témoignage, je dirais, à la fois émouvant et vraiment empreint d'un humanisme peu commun de M. Farid-Sit, et je dis bien M. Farid-Sit parce qu'il a été pour moi fabuleux dans son discours et dans sa thèse. L'intégration, c'est un grand mot, un mot comme je l'ai dit tout à l'heure qui ne me plaisait pas trop. Je suis né en France, j'ai pas à m'intégrer. J'ai à vivre en tant que Français et être content de l'être. Le rugby m'a permis d'être content et de trouver une certaine place dans cette société, de m'exprimer, d'avoir une certaine estime de moi à travers les autres, à travers moi, à travers les autres et à travers ce jeu. Alors, de quelle manière aujourd'hui s'exprime ? J'aimerais bien qu'il s'exprime davantage au niveau éducationnel. J'aimerais qu'on en ait conscience déjà, que le rugby peut être vraiment un vecteur d'intégration ou surtout de construction, où à un moment donné on peut aider les jeunes rugbyman d'origine
pas d'origine, ça m'ennuie encore ce mot-là, à consonante ou maghrébin ou arabe ou même, oui, d'origine étrangère, à se sentir mieux français, à être content d'être français, à jouer, à prendre une place au sein d'un groupe pour pouvoir prendre ensuite une place au sein de la société. Effectivement, on se rend compte que le rugby, principalement dans le département, est un facteur d'intégration absolument remarquable, pas seulement pour l'USAP et pour Farid Sid qui était présent, mais également pour pour plein de jeunes de la région, et on s'aperçoit que le rugby et l'intégration vont de pair et réussissent souvent très bien. J'ai parlé de construction, mais j'ai aussi et surtout parlé de résilience, de reconnaissance aussi, et des forces du rugby en général. Que ce soit à 15 ou à 13, c'est un sport de combat collectif où à un moment donné, tu es obligé de t'exprimer à travers ce que tu entends comme, et quand tu es capable de pouvoir t'en exprimer, mais peut-être, et ça arrive, tu peux aussi te construire en tant qu'homme, d'abord en tant que joueur, après en tant qu'homme, et de pouvoir te situer aussi. J'ai parlé aussi d'appartenance, appartenance à un groupe, appartenance à une équipe. C'est pour moi les valeurs premières du rugby, c'est appartenir à un groupe pour pouvoir s'exprimer à travers ce groupe et avoir sa place dans ce groupe-là. Alors c'est l'histoire de Bernard Gouta, de toute son ascension et sa construction en tant qu'homme au travers du rugby et de l'USAP en particulier. C'est une belle histoire parce que c'est une histoire de harki, de fils de harki, avec toute la douleur et toute la souffrance que ça engendre. Et c'est au bout du compte l'exemple même d'une formidable capacité d'intégration et de résilience, donc au travers du rugby et de l'USAP en particulier. Bon, le rugby des villages, c'est une vaste question. Je crois que sans le rugby des villages, je crois que le rugby n'existerait pas, qu'il soit à 13 ou à 15. Il a un double intérêt, c'est qu'il anime le village et il fait venir les jeunes au sport, les jeunes des villages. Par le rugby des villages, il faut entendre aussi le rugby des quartiers. Rugby des quartiers qui, dans notre département, a plutôt tendance à disparaître au profit du football et autre chose. Et d'autres sports. Mais l'intérêt du rugby de village, c'est aussi d'apprendre à les gens d'avoir une certaine solidarité de groupe dans le village, une solidarité, l'amour du clocher, la rivalité de clocher aussi, ça intéresse les gens. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il en est et où on en est aujourd'hui? Je crois que les problèmes sont des problèmes financiers essentiellement. À peu près tous les maires qu'on rencontre nous disent qu'il est difficile de maintenir une équipe de rugby dans un village, à l'exception sauf à faire des unions entre villages, et on perd un petit peu l'âme. Exemple, chez nous, l'entente de la tête pour le rugby à 15, ou encore Côte Radieuse pour le rugby, pas encore pour le rugby à 15. Les trésistes ont réussi à conserver un petit peu l'esprit clocher, un petit peu, mais je pense qu'à terme, ils sont un petit peu obligés de faire comme leurs amis quinzistes. Donc, au cours de notre université, on a rencontré des élus et des présidents des deux rugby, qui les deux font le même constat. Difficultés essentiellement financières, concurrence d'autres sports, des autres sports, concurrence d'autres loisirs, donc difficulté à recruter des jeunes, difficulté à les former, à trouver des éducateurs. Donc le rugby des villages tel qu'il existe actuellement, je crois qu'il est en voie de disparition. Reste à savoir comment il va évoluer, et surtout de quelle manière on va pouvoir faire fonctionner cette tradition. On a conscience du rugby d'avant, comment lui s'est exprimé et continue à s'exprimer au rugby d'aujourd'hui. Moi, je suis en train de faire une transition entre les rugby et de voir qu'il y a quand même une certaine perte identitaire. Et qu'il faut être vraiment vigilant parce qu'on est en train de perdre les forces les forces du rugby qui à moi m'a permis de me construire, je reviens sur ce mot, et de me construire en tant qu'homme, et d'avoir une certaine place dans un groupe. Et ça, on est en train plus ou moins de le perdre, et que si on veut être les garants de cette force-là, il fallait être attentif et faire en sorte que justement elle reste des forces premières, notamment à travers la formation. Je pense que le rugby doit veiller à ne pas tomber dans les travers du football déjà.
Alors là, je parle plutôt pour le rugby à 15 où les sommes en jeu sont beaucoup plus importantes qu'en rugby à 13 où les Dragons sont les seuls à être réellement professionnels en France. Voilà, après il faut aussi veiller à la formation. Je m'aperçois que le rugby à 15 emploie beaucoup d'étrangers dans les clubs et c'est pas forcément une bonne chose pour l'équipe nationale. Après, est-ce que le rugby à 15 arrivera au même budget? Je ne le pense pas que le football, et c'est pas à souhaiter d'ailleurs, hein. Il faut que le rugby reste, faut qu'il y ait toujours de la matière humaine, sinon je pense que on assistera peut-être aussi aux dérives financières qui existent dans le football. Pour l'instant, c'est pas le cas en rugby et c'est tant mieux. Ah bien, le rugby dans les villages, c'est toute l'ossature de notre rugby. Le rugby des villages, c'est un état d'esprit, c'est tout l'inverse du rugby pro. Mais en même temps, c'est l'esprit du rugby. Troisième conférence, le handicap, j'ai tendance à dire qu'il relève de notre responsabilité, il relève aussi de notre compétence de mettre en avant ces disciplines de manière à sensibiliser les clubs de valides, de sensibiliser tous les publics aux spécificités de ce qu'est le sport handicap. Il faut que les sports de valides soient en capacité d'accueillir des handicapés. Inversement, il faut que le public soit en capacité d'aller s'intéresser au sport handicap. On a l'exemple des Handi Dragons qui aujourd'hui nous offrent de merveilleux spectacles, mais nous avons cette année une jeune femme qui est aux Jeux paralympiques de Sochi, qui est une Catalane, donc Cécile Hernandez-Cervelon, qui a remporté une médaille d'argent. Et nous avons Damien Rumeau, qui est un athlète, qui est multiple champion. Et bien avant eux, il y a eu en pays catalan des médaillés d'argent paralympiques. Donc je pense à Claude Badi en natation et à Paul Grégory en athlétisme. Mais il y a des quantités de personnes qui pratiquent dans ce monde-là. Et il nous appartient, je dirais, de viser des publics pour que ces publics-là s'intéressent davantage à ces pratiques-là. Le monde du handicap ne doit pas être un monde fermé, ça doit être un monde ouvert. C'est ma vision là aussi des choses. C'est pour ça que que le comité départemental olympique et sportif proposait, en partenariat donc avec le cercle Rugby Galilée, cette matinée à laquelle, je le rappelle quand même, nous avons eu l'immense honneur de recevoir Madame la secrétaire d'État Ségolène Neuville, secrétaire d'État aux personnes handicapées, et puis Madame Hermeline Malherbe, présidente du Conseil général sénatrice, le député maire d'Argelès Pierre Lagasse, et quantité de conseillers généraux qui les accompagnaient, ainsi que Madame la préfète des PO. Et là, c'est remarquable parce que pour une association comme le Cercle Rugby Galilée, c'était une belle marque de reconnaissance. Donc moi, je ne lâcherai rien, et en tous les cas, tant que je serai à cette place-là au gouvernement, j'essaierai de faire avancer, je ferai avancer à la fois le handisport et le sport adapté, parce que je crois que c'est complètement essentiel. Quand je suis arrivée dans la salle, j'ai d'abord vu, bien sûr, le drapeau catalan, mais tout de suite après, l'affiche de la terre des deux rugby, le 13 et le 15 du Conseil général, et du coup, tout de suite après, le portrait de Christian Bourquin, parce que c'est lui qui a créé cette affiche. Et donc, forcément, ça nous met un peu d'émotion, et en même temps, ça nous rappelle... Je ne vais pas vous citer tout ce qui a été fait, mais ça nous rappelle un des éléments forts qui nous unit aujourd'hui et qui est finalement l'œuvre du Cercle Rugby Galilée, de tout ce que l'on peut partager. Nous ne sommes pas prétentieux à Galilée, nous sommes des gens très modestes, très simples. Et d'ailleurs, nous sommes, la preuve en est, c'est qu'on ne parle pas trop de nous dans la presse. Nous, on est des gens effacés, des travailleurs de l'ombre, et on est plutôt des altruistes finalement. Et donc, on travaille pour les autres. Est-ce que le but, c'est vraiment d'être
exposé médiatiquement, pas forcément. Je pense que c'est parfois le travail de l'ombre porte autant, si ce n'est plus de fruits que celui qui est mis en lumière. Le cercle Galilée, eh bien, pour moi, c'est une très bonne initiative parce que ça réconcilie le 13 et le 15. Et ça permet justement de faire une communion entre les deux rugby. Parce que pour moi, le rugby n'a pas de frontières. Le cercle Rugby Galilée est un lieu où j'ajouterai de convivialité. Mais la convivialité, eh bien, nous l'exerçons quand nous avons fini de travailler, si tant est qu'on puisse parler de travail. Hein. C'est pas du tout un travail. Ce que nous faisons, c'est un plaisir. Hein. Nous le faisons par plaisir, par passion sûrement du sport, hein, en essayant dans cette passion elle est teintée d'une petite dose de raison. Hein. Ou alors allez, moi je vais le dire, c'est de la passion raisonnée et de la raison passionnée. Voilà. Bon, le cercle Galilée, c'est d'abord un cercle d'amis. C'est la première chose, et c'est aussi, je pense, pour ça que cela dure dans le temps. Ce sont aussi des gens qui ont le même objectif, c'est-à-dire un objectif d'ouverture pour les 13istes vers le 15 et pour les 15istes vers le 13, et aussi vers d'autres sports. Parce que bon, il y a certes le mot rugby dans cercle Rugby Galilée, mais je pense que ce sont avant tout des passionnés de sport et des gens qui aiment se retrouver régulièrement pour débattre du sport en général. Voilà. Moi, je suis pas du tout de la famille trésiste, pas du tout. Moi, je suis pro aussi dans le sport, mais la natation, un truc ça n'a rien à voir. Et en fait, je suis tombé amoureux de cette famille de rugby au sens large, grâce à notre ami Liberto. Voilà, quand je suis arrivé, faut s'imaginer comme ça, il y avait une grande ronde, il y avait une vingtaine de personnes, tous les plus importants que les autres, avec leur statut, leur passé, avec leur histoire dans ce sport. Et finalement, Liberto, au début, moi je me suis dit, bon, je vais faire plaisir à mon copain. Je vais être poli, je vais faire une réunion, 2 réunions, et puis ciao, bonsoir, vous ne me verrez plus, j'irai ailleurs. Et finalement, c'est tout bête. C'est Liberto qui s'est levé en fin de réunion, qui s'est approché de moi, qui a été, un peu une des personnes qui était jeune dans sa tête. Toi. Parce que bon, on le voit beaucoup. Bon, moi, je suis confronté à des jeunes où je me dis, ils sont déjà vieux, quoi. Toi, ils sont pas ouverts, ils sont pas flexibles, ils sont déjà arrêtés sur plein de choses. Donc avec Liberto, j'ai découvert énormément de tolérance, on a commencé à travailler ensemble, on a travaillé sur des projets, et finalement, on est arrivé aussi sur Galilée. Et Galilée, ça a été ça finalement. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a plu et qui a plu à d'autres jeunes que j'ai fait venir. C'est-à-dire que toujours aller vers l'avant, énormément de tolérance, et notamment dans le rugby, c'est-à-dire l'ouverture sur les rugby au sens large. Alors, association Galilée et cercle. Pourquoi un cercle? Parce qu'on s'est dit, ma foi, dans un cercle, vu que nous étions tous des petits électrons et électrons libres, la meilleure façon, c'était de les mettre dans un cercle pour ne pas se retrouver coincés dans des coins. Donc, ça nous a permis de tourner et de faire tourner cette balle. Galilée, pourquoi? Parce que Galilée, en 1633, on fit un procès à ce monsieur qui avait prétendu que la Terre tournait autour du Soleil. Et donc, pour sauver un petit peu sa tête et surtout se sauver du bûcher, il prétendit que non, il s'était trompé. Et il prononça à la sortie de son procès cette fameuse phrase « Et pourtant, elle tourne ». Et donc, pour nous aussi, pourtant, elle tourne. Et donc, on s'est dit que si certains faisaient à notre association des procès d'intention, eh bien, on aurait de la chance parce qu'en fait, le procès de Galilée n'a été révisé qu'en 2007. Donc, nous avons au moins 380 ans avant d'avoir une plainte quelconque sur nos intentions.